La réduction de la pauvreté au Cameroun représente un pan important de la politique sociale du président de la République, Paul Biya. Cette politique s'articule autour de multiples programmes et stratégies mis en place par l'État du Cameroun et ses partenaires pour améliorer les conditions d'existence des populations vulnérables et autres couches sociales défavorisées. Dans ce cadre, le projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique, une initiative du gouvernement camerounais, soutient les ménages extrêmement pauvres et promeut l'entrepreneuriat des jeunes de 18 à 35 ans grâce au financement ciblé. Mesdames et messieurs, Challenge Eco se propose d'ouvrir une fenêtre sur le projet Filets sociaux à l'effet d'édifier sur les retombées palpables de ce précieux instrument. Comment se décline-t-il? Comment implémente-t-il la politique du président de la République en matière de réduction de la pauvreté? Quel est l'impact de ce levier stratégique de l'État dans un environnement économique national difficile? Toutes ces questions et d'autres encore trouveront réponse auprès de notre invité, Michelin Ndjo, qui est le coordonnateur national du projet Filets sociaux au Cameroun. Bienvenue, Monsieur Ndjo, et merci d'avoir accepté l'invitation de PRC TV. Merci beaucoup d'être invité à PRC TV, une chaîne vraiment qui est très suivie au Cameroun, que je suis particulièrement. D'accord, merci. Alors, nous allons parler de la lutte contre la pauvreté. Il est important de savoir d'abord ce que c'est. Alors, quand on parle de pauvreté au Cameroun de manière générale, et même ailleurs, on pense souvent au manque d'argent. Mais aujourd'hui, entre la hausse des prix des denrées, l'accès difficile aux soins et le sous-emploi, qu'est-ce que ça signifie être pauvre au Cameroun en 2026? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de philosophie autour de la définition de la pauvreté. D'une manière générale, il y a souvent des fonctionnaires qui disent « je suis pauvre ». Mais en réalité, quand on parle de pauvreté dans le sens dans lequel travaille le projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique, nous pensons plus aux personnes les plus démunies, les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens pour subvenir à leurs besoins essentiels de base. Il y a des gens au Cameroun qui ne savent pas comment envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens au Cameroun qui ne savent pas comment envoyer un malade à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas d'argent pour envoyer ce malade à l'hôpital. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir une maison décente. Donc c'est ce genre de personnes qui nous intéressent au niveau du projet Filets sociaux qu'on appelle pauvres vulnérables, qu'on appelle pauvres chroniques. Donc, c'est ce genre de personnes qui nous intéressent. D'accord. Alors, est-ce que le pauvre de Soulédé Roi, dans le département du Mayo-Tchanaga, dans la région de l'extrême nord Cameroun, est pareil au pauvre de Yaoundé ou Douala? Effectivement, lorsqu'on parle de la pauvreté à Soulédé Roi, je crois qu'on doit considérer Soulédé Roi ici comme toute une autre commune ou bien tout un autre endroit au Cameroun où vivent les gens dans les mêmes conditions que ceux de Soulédé Roi. Donc on va parler de pauvreté en milieu rural d'une manière générale. Et puis lorsqu'on parle de pauvres dans Douala ou à Yaoundé, nous parlons des pauvres en milieu urbain. Les pauvres en milieu rural et en milieu urbain vivent de manière différente. Un pauvre en milieu rural, c'est des populations comme nous, qui sont dans des conditions telles que les gens travaillent beaucoup. Les mamans vont au champ, elles vont le matin, rentrent le soir. Les papas vont soit regarder leur piège à la chasse. Et il y en a qui font le petit élevage. Ils font vraiment des travaux dans ces villages. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour la subsistance, c'est pour survivre. Ils n'ont pas de moyens pour faire autre chose. Le pauvre en milieu rural n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'a pas les moyens pour le faire. Le pauvre n'arrive pas à envoyer l'enfant à l'école. Je vais vous donner un exemple.
Lorsque nous avons commencé ce projet en 2013, oui. Nous avons commencé dans 2 communes. Il y a Soledé-Roi dont vous avez parlé, et puis il y a Ndop dans la région du nord-ouest, qui est là où on voulait voir la pauvreté en milieu urbain. Et nous sommes allés à Soledé-Roi, nous avons rencontré le gouverneur de la région de l'extrême nord, le préfet, et nous sommes allés voir le sous-préfet de Soledé-Roi. Et effectivement, il a beaucoup apprécié ce projet, beaucoup apprécié et félicité vraiment cette initiative du président de la République, son Excellence Paul Biya. Parce qu'il dit que là, vraiment, on touche la population directement. Et ce qu'il nous a dit par rapport à l'école, c'est que l'école primaire publique est gratuite. Mais les parents sont appelés à payer ce qu'on appelle les frais pour l'association des parents d'élèves. Et à Soledé-Roi, ces frais, c'est 1 000 francs par an. Et on demande donc aux populations de payer 1 000 francs par an, par élève. Par an, par élève. Et les parents n'arrivent pas à le faire. On leur demande de payer 100 francs par mois pour atteindre 900 000 francs à la fin de l'année. Mais même ces 100 francs n'arrivent pas à le faire pour montrer un peu les difficultés que rencontrent ces populations. Et de l'autre côté, les problèmes de santé. Les populations n'arrivent pas à envoyer leurs malades dans les formations sanitaires. Je vous donne aussi un exemple parce qu'il faut que je parle terre à terre pour que les gens puissent comprendre tout à fait, avec l'expérience que nous avons aujourd'hui. Un ami qui dit qu'il est parti au village trouve sa tante qui est malade. Malade de quoi? De paludisme. Alors le paludisme, c'est un traitement, on vous donne un traitement de 3 jours. Et lorsqu'elle a acheté les médicaments à sa tante a pris le premier jour les médicaments. Et puis quand elle a senti que la fièvre a baissé, elle ne chauffe plus, elle a gardé le reste pour dire lorsque je vais encore tomber malade, je vais reprendre. Pour vous dire un peu à quel niveau les gens sont pauvres. Et on a donc beaucoup d'exemples comme cela pour vous dire que les gens n'arrivent donc pas à subvenir à leurs besoins en milieu rural. Et vous allez trouver que ces gens ne savent pas ce qu'on appelle une nationale d'identité. Beaucoup de gens n'ont pas de CNI parce que ça ne leur sert à rien. Alors, maintenant, en milieu urbain... Oui, je vais y arriver, mais je voulais aussi insister en disant que beaucoup d'enfants naissent, on n'arrive même pas à leur faire des actes de naissance. Pour vous dire un peu ce qui se passe en milieu rural. Donc, c'est l'agriculture de subsistance pour que les gens puissent manger, mais l'argent ne circule pas. Maintenant, lorsqu'on vient en milieu urbain, il y a aussi une pauvreté en milieu urbain. Et là, vous allez voir que c'est les gens qui sont en milieu urbain vivent dans les quartiers, les bidonvilles, dans les quartiers de précarité. C'est des quartiers que ces gens vivent. Vous voyez des petits-enfants qui vont en route pour vendre de l'arachide, pour vendre un certain nombre de choses. Vous voyez le secteur informel. Ces gens qui sont dans le secteur informel, c'est les gens qui n'ont pas de moyens. Mais l'argent circule quand même et ils peuvent faire donc ce petit commerce pour vendre. Vous allez voir de l'autre côté des diplômés de l'enseignement supérieur qui conduisent les motos-taxis pour avoir de l'argent, qui vendent les livres au bord de la route pour avoir de l'argent. Et on va vous parler de sous-emploi. Donc voilà, au niveau de la ville, la pauvreté est caractérisée à un peu d'argent, mais les gens font un métier qui n'est pas à leur niveau pour pouvoir vivre. Et ils vivent dans un milieu vraiment qui n'est pas très décent. Voilà un peu le pauvre de Soledé-Roi et le pauvre de Douala, comme vous avez dit. Et vous verrez donc que les pauvres des milieux urbains cherchent à aller en milieu, de milieu rural, cherchent à aller en milieu urbain, ce qu'on appelle exode. Donc vous allez aujourd'hui dans beaucoup de villages, vous trouverez que ces jeunes sont partis en ville, même s'ils n'ont pas de travail en ville, vont se débrouiller. Et de l'autre côté, vous allez trouver que les pauvres du milieu urbain vont chercher à aller à l'étranger, quelle que soit la manière dont il va partir, parce qu'ils pensent que c'est là où il va trouver. Donc il y a donc ce problème d'exode rural et ce problème donc des jeunes qui vont à l'extérieur. Voilà donc comment la pauvreté est caractérisée en milieu rural et en milieu urbain. Alors, monsieur le coordonnateur, vous avez bien fait de le dire. Nous avons pris l'exemple de Soledé-Roi. Ce n'était pas pour dire que c'est l'épicentre de la pauvreté au Cameroun. Il faut bien qu'on le précise. Alors, la cartographie de la pauvreté au Cameroun, quelle est-elle? Oui, disons que
Effectivement, il existe une cartographie de pauvreté au Cameroun parce que au Cameroun, le gouvernement met les moyens à travers l'Institut national de la statistique chaque 5 ans pour réaliser ce qu'on appelle les enquêtes camerounaises auprès des ménages, les enquêtes ECAM, qui permettent donc de mesurer le niveau de pauvreté. Et dans cette activité que mène l'INS, on constate donc qu'on peut élaborer une carte de pauvreté. Et cette carte de pauvreté est élaborée à partir de ces données de l'ECAM et puis les données du recensement général de la population. Excusez-moi d'ouvrir une parenthèse. Pour dire que le recensement de la population est une opération très, très, très importante dans un pays. Je crois qu'on est en train de faire un recensement actuellement, c'est parce que c'est le 3e ou le 4e. Et il faut que tout le monde prenne ce recensement au sérieux parce que c'est à partir du recensement que les décideurs prennent les orientations, prennent les décisions. Excusez-moi de me répéter. Donc, qu'on prenne ce recensement au sérieux et que tout le monde fasse tous les efforts de se faire recenser. Parce que le moment venu, quand on va dire qu'il y a 30% de femmes au Cameroun, les gens vont dire pourquoi machin ceci, parce qu'ils n'ont pas donné l'information qui permet de mesurer les femmes. Quand on va dire que telle ville est plus peuplée que telle autre, les gens vont se fâcher. Alors que quand on faisait le recensement, les gens n'ont pas donné les informations. Et c'est en fonction de ça qu'on fait politique. Donc, pour revenir sur le projet... C'était une parenthèse importante, disons-le. OK. Pour revenir sur le projet, j'allais dire que l'Institut national de la statistique élabore donc ce qu'on appelle la carte de pauvreté. La carte de pauvreté nous permet de connaître les régions là où on a les taux de pauvreté les plus élevés. Et dans ces régions, nous pouvons avoir les départements et au niveau des départements, nous pouvons avoir les communes. Donc, il y a une cartographie de la pauvreté au Cameroun qui permet de nous montrer aujourd'hui que là où nous avons les taux de pauvreté les plus élevés, c'est dans les régions septentrionales. Et il y a les régions aujourd'hui, la région du nord-ouest. Et à cause d'un certain nombre de crises que nous vivons dans notre pays, la crise, par exemple, sociopolitique que nous avons dans le nord et le sud-ouest, la région du sud-ouest qui n'était pas une région vraiment là où la pauvreté était élevée, connaît déjà un taux de pauvreté élevé aussi. Il y a la région du sud. Donc, il y a, sur les 10 régions du Cameroun, il y a 7 régions qu'on dit souvent chez nous au projet que c'est les régions filets sociaux. Et il y a 3 régions, c'est la région de l'ouest, du littoral et du centre, qui n'étaient pas des régions filets sociaux. Mais ces régions aussi ont accueilli aujourd'hui les déplacés internes, un certain nombre de personnes qui permettent aussi. Mais les régions, là, il existe une cartographie qui permet de savoir que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut d'abord aller à tel endroit. Ça existe. D'accord. Alors, maintenant qu'on connaît la cartographie de la pauvreté dans notre pays, nous allons un peu parler de votre... de ce projet que vous coordonnez, le projet filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a donné ce nom-là à ce projet? Oui, disons que les filets sociaux, déjà, c'est un mécanisme de lutte contre la pauvreté extrême. À travers donc, des programmes ciblés, ce programme permet donc de faire des transferts monétaires aux populations ciblées, les populations vulnérables, pour les aider à résister contre les chocs et améliorer leurs conditions de vie. Pourquoi des politiques ciblées? Je pense que, comme vous l'avez dit à l'entame de cette émission, le président de la République regarde tous les moyens, il fait tous les moyens pour résoudre, pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des Camerounais à travers les politiques que nous voyons tous les jours. Parce qu'à un moment donné, nous avons appris que les prix, nous savons tous que le président a décidé de baisser les prix d'annuler les impôts, et taxes. Voilà, pour certains produits de première nécessité. Le riz, le poisson, un certain nombre de produits. Il a maintenu les prix du pétrole à la pompe, du carburant à la pompe, pour que les populations se sentent à l'aise. Mais ce que les études ont montré par la suite, les évaluations ont montré par la suite, c'est que toutes ces politiques profitent plus aux populations les plus nanties qu'aux populations les plus pauvres pour lesquelles le président avait pris cette décision. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
les politiques sont un peu plus ciblées vers les populations les plus démunies. Donc, pour mener donc cette politique qui cible dans ces populations, le président a donc créé le projet Filets sociaux, qui est devenu aujourd'hui projet Filets sociaux adaptatifs et d'inclusion économique, et qui, à travers ces programmes, encadre dans les populations les plus démunies, et en leur donnant des petits moyens qui leur permettent donc d'améliorer leurs conditions de vie d'une manière générale. Voilà le projet Filets sociaux d'une manière générale. Voilà, et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé ainsi? Alors concrètement, comment est-ce que ce projet fonctionne au quotidien? Quelles sont ces différentes formes d'action sur le terrain? Je crois que c'est une question très importante. C'est vrai que tous les autres sont aussi importants, mais j'allais dire que c'est bien de connaître un peu comment le projet Filets sociaux fonctionne. Le projet Filets sociaux fonctionne à travers des programmes. Et nous avons 2 volets de programme. Il y a un volet qui concerne les filets sociaux et puis un volet qui concerne l'inclusion économique. Et le volet filets sociaux a 3 programmes. Nous avons le programme de transformation ordinaire. Ça veut dire qu'on sélectionne les bénéficiaires, toujours les plus pauvres, les ménages les plus pauvres. Et quand on les sélectionne, le ménage fait 24 mois dans le projet. Et pendant les 24 mois, on lui donne 360 000 francs. 20 000 francs tous les 2 mois, 80 000 francs au 12e mois, 20 000 francs l'année qui suit, et puis 80 000 au 24e mois. Voilà le premier programme. Et puis on l'accompagne donc à utiliser cet argent. Le deuxième programme, c'est les transformations d'urgence. Et ça, ce programme est mis en œuvre dans les zones, dans les régions qui ont connu des chocs. Ça peut être des chocs climatiques, par exemple la sécheresse, des inondations. Il y a des chocs liés à l'insécurité, les déplacements massifs des déplacés internes, des réfugiés, ainsi de suite. Et là, lorsqu'on sélectionne un bénéficiaire qui peut être une population qui est arrivée, une population déplacée, bien une population, ou lorsqu'on sélectionne le bénéficiaire, il fait 12 mois dans le projet. Pendant les 12 mois, il reçoit 180 000 francs à raison de 30 000 francs tous les 2 mois. Et 12 mois parce qu'on sait que ces populations qui sont arrivées, ces déplacés internes, lorsque la situation va s'améliorer dans leur zone de résidence habituelle, elles vont rentrer dans leur village. Le village d'origine. D'accord. Le troisième programme ici, c'est les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On appelle ça les TIMO. Ici, le bénéficiaire doit faire un petit travail, c'est le cash transfert. Ça veut dire que le bénéficiaire fait un petit travail et puis on lui donne l'âge. Il est rémunéré par rapport à ça. Exactement. Maintenant, pourquoi ce programme? Ce programme a été mis en œuvre, a été créé parce que nous avons... Bon, j'ai eu la chance, par exemple, à l'époque, de participer à l'élaboration du document de stratégie de gestion pour la croissance qu'on appelle DSRP, qui est devenu DSCE et aujourd'hui SND30. Et à l'époque, lorsque nous avons commencé à faire ce document, le gouvernement nous a demandé d'aller sur le terrain pour poser 3 questions aux populations qu'on mettait en groupe, en catégorie. Première question, qu'est-ce que la pauvreté? Deuxième question, qu'est-ce qui prouve la pauvreté? Et troisième question, comment faire pour résoudre la pauvreté? Et on nous avait dit, quand vous partez dans la zone septentrionale, il ne faut pas mélanger les groupes des hommes et des femmes. Je crois, moi, j'avais eu la chance d'aller à l'époque dans la région du Nord. Et j'ai dit, je vais mélanger les hommes et les femmes, et les hommes et les femmes. Quand on les a mélangés, on a posé les questions. C'est les femmes qui parlaient plus que les hommes, alors qu'on disait que les femmes ne parlent pas devant les hommes. Et ce que les femmes nous ont dit, c'est que lorsqu'on cultive et lorsqu'on attend donc récolter pour récolter, il y a une période, cette période on l'appelle la période de soudure. Et pendant cette période de la soudure, les temps sont tellement durs que ils sont obligés de vendre leur maïs ou bien les arachides sur pied. Oui, leur stock de subsistance. Ce n'est même pas encore un stock, c'est-à-dire ce n'est pas encore mûr. Oui, mais ils vendent ça à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et maintenant, quand le temps de récolte arrive, c'est celui qui a acheté qui vient récolter. Et il doit encore chercher les moyens pour... Donc, voilà ce qui cause la pauvreté. Dans ce programme de transformateur,
des timos, on l'a mis en œuvre pour que on le mette en œuvre pendant la période de soudure, pour permettre donc à ces populations pauvres de traverser la période de soudure. Mais aujourd'hui, effectivement, comme il a des très bons effets, on le met en œuvre partout aujourd'hui. Mais là, le bénéficiaire qui est sélectionné dans ce projet, il travaille pendant 60 jours, pendant 3 mois, et par jour de travail, en milieu rural, il a 1500 francs, et en milieu urbain, il a 2000 francs qu'on lui donne. Voilà les 3 programmes qui concernent donc ce qu'on appelle les filets sociaux. Maintenant, de l'autre côté, nous avons 2 autres programmes qui concernent donc les jeunes, inclusion commune des jeunes. Et là, c'est les jeunes de 18 à 35 ans. Pour le moment, nous menons ce programme dans les chefs-lieux des 10 régions de notre pays. C'est là où on mène ce programme parce que c'est là où on trouve un peu plus de jeunes Et il y a donc 2 programmes ici. Un programme qu'on appelle Inclusion commune des jeunes. Et ça concerne uniquement les jeunes du secteur informel. Informel, d'accord. Et quand ce jeune est sélectionné dans le programme, il bénéficie de 275 000 francs payables en deux tranches de 175 000 et 100 000. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le programme de concours des plans d'affaires. Oui. Ici, c'est toujours les jeunes de 18 à 35 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est des jeunes aujourd'hui qui ont initié une petite et moyenne entreprise. Et une entreprise qui a une grande potentialité de création d'emplois et puis de création de croissance. Et là, lorsque le jeune est sélectionné, il peut avoir minimum en moyenne 5 500 000 francs. Ça, c'est toujours les subventions comme tous les jours. Et puis un maximum de 11 millions sur la base de son plan d'affaires qu'on peut donc lui payer sur la base du plan d'affaires en 1, 2, 3, souvent jusqu'à 34 tranches. Voilà donc nos programmes que nous mettons en œuvre au niveau de filets sociaux. Je voudrais peut-être continuer pour dire que lorsque nous avons donc ces programmes, lorsque vous êtes sélectionné, vous êtes accompagné. Que celui qui est dans les transports monétaires ou bien dans l'inclusion économique, ils sont accompagnés pour utiliser cet argent. Cet argent de manière responsable. Voilà, de manière responsable. Peut-être on va parler de l'accompagnement ou bien je veux parler de ça, mais tout de suite. On va y venir par la suite. OK. D'accord. Alors, mais revenons à ces ménages. Il y a beaucoup de ménages qui rencontrent des difficultés qui sont précisément les personnes éligibles à ce programme. Alors, quel est le parcours d'un citoyen pour bénéficier de ce programme-là? Comment est-ce qu'on fait pour être bénéficiaire? Je crois que c'est aussi une très très bonne question parce qu'il faut savoir comment nous ciblons nos ménages. Le ciblage d'un ménage, c'est tout un parcours. Je crois que c'est très important de le savoir. Je veux prendre l'exemple des transports monétaires d'une manière générale. Nous devons aller là où se trouve le ménage pour le trouver là où il se trouve. Excusez-moi de me répéter. Donc, nous avons dans un premier temps les statistiques qui nous permettent de savoir que si on doit aider les populations les plus démunies, voilà les régions qui ont le plus grand nombre de ces populations. C'est là où il faut d'abord aller. Et dans les régions, les statistiques nous permettent d'aller dans les départements qui ont le plus grand nombre de personnes dont on a besoin. Et dans les départements, nous avons les communes, les arrondissements, et les statistiques peuvent nous permettre d'arriver jusqu'à l'arrondissement. Maintenant, quand on arrive à l'arrondissement, on ne sait plus comment arriver. On ne sait pas comment arriver au village. Oui. Il faut connaître donc les villages dans lesquels on trouve les populations qui nous intéressent les plus démunies. Nous, au niveau donc de la commune, nous mettons ce qu'on appelle un groupe de travail communal qui est constitué de maires et de sous-préfets qui pilotent ce groupe, le maire et le président. Le sous-préfet est le président d'honneur. Et il y a donc une équipe qui travaille avec eux, qui est constituée des autorités traditionnelles, les représentants, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Il y a les autorités religieuses, parce qu'ils connaissent bien leur population. Il y a les associations
des hommes, des femmes, Oui. qu'on fait venir dans ce groupe. Tous les chefs des services administratifs dans cet arrondissement sont dans ce groupe. Et puis, si nous sommes dans une commune là où il y a des déplacés internes, on va prendre un représentant ou bien les populations autochtones, les pygmées, ainsi de suite. On va prendre un représentant. Donc, on a un groupe de 10 je voulais dire de 15 à 20 personnes autour. Et ce qu'on demande à ces groupes-là, c'est de nous classer les villages de la commune du plus pauvre au moins pauvre. Donc, on leur demande de définir les critères de pauvreté qui leur permettent de classer ces villages et classe les villages du plus pauvre au moins pauvre. Donc, nous avons donc tous les villages classés. Maintenant, lorsqu'on a les villages classés, nous faisons appel à l'Institut national de la statistique qui vient faire ce qu'on appelle le dénombrement. Le dénombrement consiste donc à parcourir tous les villages et nous dire dans les villages qui sont pauvres. Comme le nombre, les moyens sont limités, on est en train de faire une sélection. Je prends un exemple. Si nous avons dans une commune besoin de 1000 bénéficiaires, les statisticiens ont une façon de calculer, ils ont à partir du nombre qu'on veut, le taux de pauvreté, machin, ils calculent, et puis ils arrivent à un nombre de ménages qu'ils appellent quota. Peut-être qu'on a 1000 bénéficiaires, si le taux de pauvreté c'est 70%, ils font donc tous les calculs, et peut-être le quota c'est 4500 ménages, 4700 ménages. Ils commencent donc à parcourir les villages les plus pauvres tels que classés par le groupe de travail communal. Et quand ils arrivent au village là où on atteint les 4500 ménages, ils arrêtent le dénombrement. Et les villages que l'Institut a parcouru, l'INS a parcouru, tous les villages, sont les villages bénéficiaires. Et quand nous avons dans les villages bénéficiaires maintenant, on fait valider ces listes par le groupe de travail communal qui a classé les villages. Lorsque la liste est validée, nous allons maintenant dans chaque village. Quand nous arrivons au village, nous ne connaissons pas les pauvres. Nous réunissons donc les gens du village, on leur présente le projet et puis on leur demande de nous donner, selon la taille, le nombre de personnes qu'on veut dans ces villages, on leur demande de nous donner 3, 4 ou 5 personnes qui connaissent bien le village. Et on les met dans un groupe qu'on appelle le groupe local de ciblage. Le groupe local de ciblage, on leur donne le mandat de nous dire dans le village les gens qui sont les plus pauvres. Je vais aussi donner un exemple. Si nous avons besoin de 100 ménages dans ce village, par exemple, on va leur dire, trouvez-nous 300 ménages. Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de faire un travail, il peut toujours avoir des... certaines interférences. Oui, voilà, qui peut être volontaire ou involontaire. Donc, quand on a donc tous ces ménages qu'on appelle les ménages potentiellement bénéficiaires, l'INS revient pour faire une enquête pour connaître les revenus de ces ménages. Une enquête que nous appelons enquête sur les conditions de vie des ménages pour la sélection des bénéficiaires des filets sociaux. On fait donc cette enquête sur la base d'un certain nombre d'informations. Et la Banque mondiale a développé un programme qui permet donc de donner les scores sur la base des informations collectées par l'INS à chaque ménage. Et ce score-là permet donc de classer les ménages les 300 ménages dont vous avez parlé, du plus pauvre au moins pauvre. Et lorsque nous avons donné les ménages classés, on prend automatiquement les 100 premiers ménages. On revient vers les populations pour dire voilà les ménages que nous avons retenus. Et les populations donc, vont nous dire que oui, c'est bon, ou bien il y a M. Ndjola, ses enfants sont en France, on lui envoie un peu d'argent, on ne sait pas pourquoi il est là, on va l'enlever et puis on va le remplacer par un ménage qui est parmi les 300 ménages qu'on a enquêtés. Voilà un peu comment nous sélectionnons. Donc, quand on les a sélectionnés, on les enregistre après et puis on commande à leur donner de l'argent tel que je vous explique au début. Maintenant, dans les programmes inclusion économique des jeunes, dans ces 2 programmes, nous ouvrons une plateforme. La plateforme est ouverte pour que les jeunes puissent s'inscrire de manière automatique. Et là, avant cette inscription, nous faisons d'abord une campagne publicitaire pour présenter le programme dans tout le village. Donc on commence par le gouverneur, on lui explique le projet et puis on discute avec tous les autres qui nous disent si vous voulez avoir ces jeunes
allez à tel endroit, à telle heure, vous avez les jeunes. Mais nous, on ne dit pas, toi viens, on fait donc la publicité pour présenter le programme et indiquer donc aux jeunes comment on s'inscrit on s'inscrit dans la plateforme. Et d'autres qui ne peuvent pas s'inscrire, on crée des espaces pour qu'ils viennent s'inscrire. Quand ils s'inscrivent, donc il y a un certain nombre de cheminements pour qu'on retienne ces jeunes. Déjà, le premier critère, c'est que le jeune doit avoir 18 ans, être camerounais, avoir une carte nationale d'identité. Il y a un certain nombre d'informations. Lorsqu'on fait donc ils font donc cette inscription en ligne, on fait d'abord ce premier tri. Si vous n'avez pas 18 ans, on vous élimine. Donc si vous ne respectez pas un seul critère, vous éliminez. Et on continue jusqu'à arriver au nombre de jeunes dont on a besoin. Voilà un peu comment nous sélectionnons les bénéficiaires d'une manière générale. Et je pense que cette sélection est vraiment transparente et approuvée. Nous avons des plaintes, ça il faut le dire, parce que... Oui, on reviendra là-dessus. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer un tout petit peu comment est-ce que vous arrivez à juguler tout cela. Mais avant, nous sommes à la fin du parcours édifiant que vous venez de nous donner. Ça veut dire que nous avons nos pauvres, on s'occupe d'eux. Alors, maintenant, comment se passe l'accompagnement? Comment on sait qu'un bénéficiaire est sauvé de la pauvreté? OK. Déjà, vous dites déjà que lorsqu'on a donc sélectionné ces bénéficiaires, au moment où on est en train de les enregistrer, par exemple pour les transports monétaires, nous leur apprenons déjà qu'il faut bien utiliser l'argent. Nous avons un petit film qu'on leur montre, qui montre ce qu'un ménage qui respecte ce qu'on lui demande de faire et un autre ménage qui ne respecte pas ce qui arrive à leurs enfants à la fin. Et quand on fait des petites enquêtes, nous constatons que ces ménages ont gardé ce petit film. Et beaucoup font. Donc, pour vous dire que l'accompagnement, par exemple, pour le transport monétaire, se fait, le chef de ménage signe ce qu'on appelle un contrat moral. Le contrat moral, c'est les engagements de ménage vis-à-vis du projet. Oui. Je m'engage à envoyer mes enfants à l'école, mes malades à l'hôpital. Je m'engage à rendre ma maison propre pour éviter les maladies qu'on peut éviter. Est-ce que ça suffit? Parce qu'il suffit qu'il y ait un débit de boisson à côté et puis tout ça pour... On va y arriver. Je m'engage à garder un peu d'argent pour réaliser les activités génératives de revenus qui vont permettre à mon ménage de ne pas retomber à la station de départ et de ne pas être d'éternels assistés. Donc, chaque chef de ménage signe dans ce contrat moral. Maintenant, pour donner l'argent, c'est nous, le projet, qui choisit la personne à qui on remet l'argent, que nous appelons la personne de référence. En priorité, c'est une femme. C'est à la femme qu'on remet l'argent de ménage. Permettez-moi de revenir aux consultations participantes qu'on a organisées à l'époque. Les femmes vous disent donc que quand nous finissons de travailler, on travaille avec nos enfants, nos maris. Quand la vente de la récolte arrive, c'est les maris qui vont donc vendre. Et quand ils vont vendre la récolte, des fois, ils ne reviennent plus jamais à la maison. Ils boivent avec leurs frères, ils prennent d'autres femmes. Même si vous êtes à l'hôpital, ils ne savent même pas que vous êtes à l'hôpital. Donc, une ou plusieurs femmes ont dit, les voilà assis, ils ne parlent plus. Vraiment, si on avait l'autorisation de taper le pilon sur les têtes, on allait le faire. Voilà. Ça c'est des expressions des gens que nous avons collectés sur le terrain. Donc, on a compris qu'au projet Fleurs Sociaux, que la femme gère mieux l'argent de ses enfants, l'argent du ménage, l'avenir de ses enfants, mieux que l'homme. Ça a créé des problèmes au début, mais quand on a expliqué, parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation, à la femme que ce n'est pas parce que tu as pris l'argent que tu portes le pantalon. Tu es toujours la femme. Travaille avec ton mari, machin. Je crois que ça fait qu'on ait des résultats formidables. Là où nous avons eu des problèmes, c'est dans les mariages polygamiques. S'il arrive que nous ayons choisi la femme qui n'est pas très aimée par le mari, la femme la plus aimée va aller voir son mari pour dire pourquoi c'est à tel qu'on donne l'argent alors que c'est à moi, le mari, qui crée des problèmes. Mais on a toujours des méthodes pour aller résoudre le problème et que tout le monde comprenne que c'est l'argent de... Donc, cet accompagnement est très important et permet aux ménages de bien utiliser l'argent. De l'autre côté, chez les jeunes,
programme des jeunes, nous avons ce qu'on appelle le coaching. Le coaching, ça veut dire que lorsqu'on donne l'argent aux jeunes, on a recruté, pour les jeunes du secteur informel, nous avons recruté des ONG qui les accompagnent dans le coaching. Et pour le concours plan d'affaires, c'est l'APME, l'Agence de promotion de petites et moyennes entreprises, qui a vraiment cette capacité qui accompagne les jeunes. Et les résultats sont palpables. Nous voyons donc que vraiment les gens utilisent très bien l'argent sur la base de l'accompagnement qui est fait tous les mois. Et peut-être, laissez-moi encore dire merci au gouvernement par rapport à l'accompagnement. Lorsque nous avons commencé à mettre les projets, à concevoir les filets sociaux au Cameroun, le gouvernement du Cameroun a insisté qu'on ne peut pas donner l'argent aux ménages sans les accompagner. Il faut à tout prix les accompagner. Parce que, vous savez, il y a un adage qui dit qu'il faut apprendre à pêcher que de donner du poisson. Poisson, justement. Et le gouvernement a beaucoup insisté. Et je pense que nous avons été l'un des meilleurs projets parce que les projets filets sociaux dans beaucoup de pays, hein, ce n'est pas seulement au Cameroun. Et nous avions des réunions à l'époque pour échanger les expériences. Et quand le Cameroun disait ce qu'il est en train de faire, on appelait notre projet filets sociaux plus. Et les autres ont donc imité ce que nous faisons aujourd'hui. L'accompagnement est très important et ça aide les populations à sortir de la pauvreté. Alors, comment vous expliquez en matière de communication, comment vous expliquez à ceux qui rentrent dans une espèce d'assistanat que ça va durer un certain temps? Et je suppose que le temps que vous avez mis, c'est quelque chose qui a été étudié, ce n'est pas juste une décision comme ça. Comment vous leur expliquez que ça va durer un certain temps? Parce que les gens aiment bien l'assistanat. Comment vous leur expliquez que ça va durer un certain temps et comment vous assurez qu'au bout de ce temps-là, les conditions sont améliorées? Oui, disons que ce qu'on peut vous dire, c'est que vous avez raison. Bon, quand le projet, on concevait ce projet, c'était des questions qui revenaient. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que l'accompagnement est un outil très important pour déjà montrer aux gens dès le départ que quand vous êtes dans le projet, vous allez faire 24 mois, vous allez recevoir tel montant d'argent. Et nous vous proposons que nous vous demandons d'utiliser l'argent dans ce sens. Ce que je peux vous dire, c'est que les populations acceptent ce qu'on leur demande de faire. Je vous ai dit qu'au départ, nous avons travaillé dans 2 communes, Andop et Asselo-de-Roi. J'ai eu la chance d'aller clôturer le projet Andop à l'époque. Quand nous étions à l'avant-dernier paiement, nous sommes donc allés en quelque sorte clôturer le projet et on a fait les discours, on a rappelé, vous savez que... Et quand ces ménages ont pris la parole, je vais me rappeler toujours que ces ménages ont dit: Monsieur le coordinateur, allez dire merci au président de la République. Allez dire merci à papa Paul Biya. Parce que ce qu'il nous a fait, c'est les ménages qui parlent. On ne va plus jamais être pauvre. On ne va plus jamais être pauvre. Dites au président de la République de ne pas arrêter ce programme. Dites au président de la République de continuer ce programme dans les endroits où les populations sont dans un état où nous étions avant le projet. Que le président continue ce projet dans ces endroits. Et le président de la République qui est à l'écoute de ces populations, je ne sais pas comment il a fait pour apprendre ces messages, mais ce qui est sûr, c'est que nous faisions les rapports à nos hiérarchies. Et ce que les sous-préfets, les préfets nous disaient à l'époque, c'est que les rapports montent jusqu'à la présidence de la République. Quand c'est tout ce qui est fait sur le terrain. Le président de la République, au cours d'un message à la nation, je crois un 31 décembre, a demandé au gouvernement de poursuivre la mise en œuvre des filets sociaux dans toutes les régions du Cameroun en faveur des populations les plus défavorisées. Donc vous voyez donc que
c'est les populations qui sont contentes et qui vous disent continuer le projet parce que l'argent les a aidés. Continuer le projet ailleurs avec les autres. Exactement. Donc il y a un peu d'altruisme dans ça. Vous voyez donc que ce n'est pas l'assistanat, mais ils ont dit que l'argent les a aidés parce que la situation, ils se trouvent et pensent qu'elles peuvent maintenant entrer dans le train de développement. Donc il faut continuer ailleurs. Donc pour vous dire donc que l'argent aide vraiment ces populations à, peut-être, je ne vais pas dire sortir de la pauvreté, mais améliorer d'une manière générale leurs conditions de vie. Justement, dans l'intitulé du projet, il y a ce terme adaptatif qui est là. Concrètement, quelle est sa capacité à intervenir rapidement parce que vous nous avez donné un parcours qui est assez long, qui doit prendre un certain temps. Alors, s'il y a un choc climatique, s'il y a quelque chose de subi qui arrive, comment le côté adaptatif, là, comment est-ce qu'il peut s'exprimer, on va le dire ainsi? Exactement. Le projet a fait preuve de sa capacité de répondre rapidement aux chocs qui peuvent arriver. Je me rappelle lorsque la COVID-19 est arrivée, vous vous rappelez que le gouvernement avait pris, chaque gouvernement, ce n'est pas seulement le Cameroun, avait pris un certain nombre de mesures pour limiter la propagation de ce virus, de ce dangereux virus. Le Cameroun en avait pris. Par exemple, on demandait déjà aux gens capables de 18 heures, les débits de boissons doivent fermer. Et vous savez qu'il y a des femmes, c'est à partir de 18 heures qu'elles commencent leurs activités. Les activités. Donc, ces femmes démunies. Donc, le gouvernement a mis à la disposition, je crois que c'était même le chef de l'État qui a mis à la disposition des projets filets sociaux un montant de 16 milliards de francs pour subvenir donc aux besoins de ces populations. Nous avons rapidement sélectionné 80 000 bénéficiaires qui chacun devait donc recevoir un montant de 180 000 francs payable en 3 mois, 45 000 et 90 000 au 3e mois pour leur permettre de reprendre les activités économiques. Ça a été très très rapide. Je pense que c'est un exemple que nous devons retenir par rapport à ce qu'on appelle adaptatif. L'autre exemple qui est aussi très important, c'est qu'en 2024, je peux me tromper de la date, il y a eu des inondations dans l'extrême nord et puis dans la région de l'ouest qui ont vraiment causé des dégâts énormes. Et là, le gouvernement a encore demandé au projet d'aider ces populations. Je crois qu'à moins d'un mois, nous avons, à l'aide des autorités administratives, des maires, des chefs de village, nous avons sélectionné plus de 100 000 bénéficiaires à qui on a apporté des transferts pour un montant total de près de 21 milliards à raison de 180 fois par ménage, 120 000 premiers paiements et 60 000 deuxième paiement. Je crois que le projet a prouvé aujourd'hui qu'il peut rapidement répondre à ces genres de problèmes. Et si nous étions cette émission, je crois, nous étions invités à la Banque mondiale cet après-midi pour voir comment trouver des financements rapidement, parce que c'est souvent les financements qui retardent pour que s'il y a un choc, que le projet puisse intervenir. Je pense que voilà un peu l'adaptatif que nous sommes en train de faire. D'accord. Alors revenons sur la transparence. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de débats sur la sélection, le garantissement de l'utilisation des fonds? Est-ce que vous avez fait face à ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, de suspicions? Comment vous avez réagi face à cela? Oui, disons que je vous ai décrit tout à l'heure comment nous sélectionnons les bénéficiaires. Et je pense que lorsque nous expliquons ça à tout le monde trouve que c'est vraiment une méthode transparente. Parce que je dis souvent aux gens, par exemple, lorsque je prends le programme qui concerne les jeunes, je dis, même si c'est mon ministre, et mon ministre ne m'a jamais demandé, jamais, qui me dit que voilà mon neveu met le programme, je ne peux pas mettre. Parce que la manière dont on sélectionne les jeunes, tout est dans l'anonymat. Vous ne savez pas qui vous recrutez. C'est à la fin que vous les découvrez. Vous ne savez pas qui vous recrutez. Mais il y a toujours des plaintes. Moi, on ne m'a pas recruté.
par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on part dans un village, on a besoin de 100 personnes, de 100 bénéficiaires. Nous avons 300 potentiels qu'on a interrogés. Ceux qui n'ont pas été revenus, les 200, ils vont se plaindre. Autres. Mais nous avons des équipes sur le terrain qui sont chargées de leur expliquer que voilà comment s'est passée la sélection, voilà. Mais le projet ne s'arrête pas parce que le projet continue. Nous avons des villages où nous sommes, ou du moins les communes, des villages où nous sommes déjà passés 2 ou 3 fois. Ceux qui n'avaient pas été sélectionnés, ils sont sélectionnés par la suite. Exactement. Donc je pense que la méthode de sélection est tellement rigoureuse que quand on l'explique aux populations, elles comprennent que vraiment on ne peut pas prendre tout le monde. D'accord. Alors, du fait de ce que l'on sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure un tout petit peu, les régions du nord-ouest et du sud-ouest nécessitent une attention particulière. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'implémentation du projet dans ces zones-là, vous étaler un peu plus? Oui, effectivement, le gouvernement met une attention particulière pour les gens du nord et du sud-ouest. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous avons commencé le programme, de projet, nous avons fait un programme pilote dans 2 communes. Une commune dans l'extrême nord et une commune dans le nord-ouest. Et après, on est monté. Je crois qu'on est parti de 500, 7000. Et lorsque la crise est arrivée, nous étions en plein programme avec la Banque mondiale. Et il était difficile d'aller payer les bénéficiaires dans les villages, comme ça c'est ce que ça faisait, pour montrer la volonté du gouvernement. J'aime toujours parler de cela. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a mis à la disposition des agences de paiement, c'est-à-dire ceux qui payent les bénéficiaires sur le terrain, les hélicoptères de l'armée pour aller payer les bénéficiaires dans les villages, parce que les routes, on ne pouvait plus avoir accès aux routes, à cause des problèmes que nous connaissons. Et lorsque la Banque mondiale, qui nous aidait dans ce projet, a appris cela, la Banque mondiale a arrêté ses financements au motif que le gouvernement aurait dû la consulter avant de mettre l'armée ou bien les forces armées à la disposition du projet. Ça a été très très difficile, la Banque mondiale s'est retirée et le gouvernement a continué à financer le programme dans ces 2 régions. Et je peux vous dire que de 2016 jusqu'à ce jour, nous continuons à travailler dans ces 2 régions et nous n'avons jamais connu un incident pour dire qu'on a enlevé les bénéficiaires, ou bien on a enlevé l'agence de paiement. Je crois qu'une fois, les bénéficiaires rentraient de Bamenda, parce qu'à un moment donné, c'était difficile d'aller les payer dans les villages, ils rentraient de Bamenda, et puis on les a interpellés en route. Lorsqu'on les a amenés en brousse, ils ont expliqué que non, vraiment, nous sommes vos mamans pauvres, c'est le gouvernement qui nous aide, vraiment. Dès qu'ils ont appris cela, ils les ont libérés sans problème. Pour vous dire un peu comment le projet se met en œuvre. Maintenant, dans le cadre du programme depuis 2023, la Banque mondiale a décidé donc de revenir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il fallait d'abord donc élaborer un plan de gestion de la sécurité. C'est ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont revenues dans le financement de la Banque mondiale. Et je peux vous dire que nous avons plus de 70 000 ménages qui seront sélectionnés dans près de 70 communes, dans près de 40 communes, excusez-moi, dans ces 2 régions. Et je pense que quand on regarde le montant de transferts qui seront faits à ces bénéficiaires, ça tourne autour de 25 milliards que ces bénéficiaires, que ces ménages vont recevoir. Et pour donc mettre ce programme, nous avons organisé des ateliers au niveau déjà des régions avec les forces vives pour voir donc comment est-ce qu'on peut continuer à travailler dans les régions sans incident. Parce que la Banque mondiale, par exemple, quand elle met ses financements, quelquefois, elle ne peut pas prendre des risques. Nous avons donc travaillé et les conclusions de ces ateliers, c'est que dans un premier temps, lorsque nous avons un personnel qui doit travailler dans une commune, il faut que ce soit en priorité
les enfants de la commune. Nous pensons que c'était une très, très bonne décision. Si on a les enfants qui doivent travailler dans un village, il faut que ce soit les enfants du village. Ça permet que ces enfants sont connus, ils peuvent travailler, tout le monde les connaît. Et je pense que c'est comme ça que nous travaillons dans ces régions. Le gouvernement met vraiment l'accent et chaque fois, je dois rendre compte pour savoir comment nous sommes en train de travailler dans ces deux régions, et à la banque et au gouvernement. Sur le coordonnateur, nous sommes en train de sortir de cette émission. C'est vrai qu'avec vous, on ne voit pas le temps passer. Ne sortez pas encore. Voilà, je voulais Parce vous que poser j'ai 2 points importants. d'abord cette question, et après je vais vous laisser peut-être le mot de la femme pour peut-être exprimer ce que vous voulez. Mais au-delà des chiffres globaux de bénéficiaires dont on a parlé tout à l'heure, quelle est aujourd'hui la mesure exacte de la baisse de la pauvreté au sein des ménages qui ont bénéficié de ce dispositif? Est-ce que la cartographie a été un peu éclaircie? On va dire les points rouges sont devenus un peu orange? Oui, disons que ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas une mesure particulière pour dire que nous sommes aujourd'hui à près de 700 000 ménages. Nous avons eu 700 000 ménages et que parmi eux, voilà les ménages qui sont sortis de la pauvreté. Nous n'avons pas encore ce genre de statistiques. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons les effets du projet sur les ménages bénéficiaires. Et ces effets sont palpables. Lorsque je vous dis par exemple qu'à la clôture d'un projet, les bénéficiaires ont demandé de ne pas arrêter d'aller le faire ailleurs. Vous comprenez que ces bénéficiaires, il y a les effets de ce projet. J'ai été sur le terrain lorsqu'on mettait le projet pilote plusieurs fois. Premier, deuxième, troisième paiement. Comme je vous ai dit, c'est les femmes qui prennent l'argent en priorité. Et nous avons vu ces femmes au début, excusez-moi, vraiment, leur habillement, leur peau. Mais 3 paiements après, c'est-à-dire 6 mois après, quand vous voyez les mêmes femmes, vous demandez que est-ce que c'est ces femmes qui étaient au paiement au début. Et quand ils voient que vous les regardez beaucoup, on les regardait pour les admirer, pas pour autre chose. Quand ils voient que vous les regardez, vous disent vraiment, ce n'est pas avec l'argent que vous donnez là qu'on a payé comment on dit ça, les habits, la crème qui nous rend nos peaux qu'on avait. Nous réalisons les activités et c'est l'argent de ces activités qui nous permet d'acheter nos habits, d'acheter la crème. Vous avez des mères qui font des témoignages. Chaque matin, j'avais bon nombre de personnes qui venaient à ma porte. L'enfant est malade, je n'ai pas l'argent pour l'école, je n'ai pas ceci. Mais ces mêmes mères vous disent aujourd'hui qu'ils ne voient plus ces gens. Plutôt, quand ils arrivent, c'est pour leur apporter un cadeau, pour leur dire, monsieur le maire, c'est grâce à vous que où je suis ici. Donc, nous avons beaucoup d'exemples qui montrent que les populations ont changé, les conditions de vie de ces populations ont énormément changé. Je vais vous dire quelque chose. Par rapport aux jeunes, le programme Concours Plan d'affaires, nous avons sélectionné dans un premier temps 1000 jeunes bénéficiaires. Et on prévoyait que parmi ces 1000 jeunes bénéficiaires, il pouvait y avoir autour de 500 qui étaient dans le secteur informel, qui n'avaient pas encore formalisé l'entreprise, c'est ce que vous l'avez dit. Et on devait donc les accompagner. Sur les 1000, nous avons eu 754 jeunes qui étaient dans le secteur informel. Non, je voulais dire qu'ils n'avaient pas dont les entreprises, petits homos, n'étaient pas formalisées. Et quand on les a accompagnés dans la formalisation, parce que tant que votre entreprise n'est pas formalisée, on ne vous donne pas les subventions. Ces jeunes ont reversé près de 100 millions de francs CFA dans les caisses de l'État, d'impôts et taxes. Donc, pour vous montrer un peu ce que ces jeunes sont en train de faire avec de l'argent. Il y a quelques jours, je crois qu'il y avait Promote ici à Yaoundé, je crois qu'il y a 1 ou 2 mois. On a fait venir, on a fait participer une quarantaine de jeunes. Quand vous voyez ce que ces jeunes font avec de l'argent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et toute la production qu'ils avaient, les produits qu'ils avaient amenés,
tout a été vendu. Ils étaient encore en train de dire aux gens de faire qu'il faut faire venir les stock. produits pour vous montrer ce que les jeunes sont en train de faire avec l'argent qu'on leur donne aujourd'hui. J'ai vu des jeunes, j'ai été émerveillé, un jeune qui fait les couveuses, là où on met les enfants qui n'étaient pas à terme. Et quand il vous explique, la couveuse, là où on donne mes enfants quand ils sont nés à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce que c'est en train de faire, avec des paramètres que vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons vu des jeunes qui fabriquent des machines pour écraser. On a vu vraiment beaucoup de choses qui montrent que les jeunes au Cameroun aujourd'hui, ils veulent un coup de pouce du destin pour que vraiment ils puissent aller. L'autre chose que je peux vous dire, c'est que nous avons fait une première descente sur le terrain. On a vu ce que ces jeunes font, parce qu'on a vécu. Et puis, on s'intéressait à l'emploi. Quand on est descendu sur le terrain la première fois, ces jeunes étaient en train de créer en moyenne 3 emplois. En moyenne, 3 emplois. Et lorsque je les ai interrogés à promouvoir ceux qui étaient là, il y en a qui créent 11 emplois. 11 emplois. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 qui m'ont dit, ou 3, je ne me rappelle plus, qui m'ont dit, j'ai 2 stands ici à Promote. Stand que vous m'avez, là où vous avez dit que je vienne, j'ai un autre stand que moi j'ai créé ailleurs. Pour vous montrer un peu ce que les jeunes font avec de l'argent. C'est la même chose donc, pour les transformateurs ordinaires. J'attendais une question, par exemple, qui concerne le montant d'argent qu'on donne à nos bénéficiaires. Oui, c'est vrai, mais la question était surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Est-ce que les sommes-là, est-ce que c'est vraiment suffisant, ça permet de repartir? Je voudrais vraiment insister sur cette question pour dire que ce soit les 275 000 qu'on donne aux jeunes du secteur informel, que ce soit les 20 000 ou les 90 000 qu'on donne aux ménages pour les transformateurs ordinaires, allez voir ce que ces gens font avec de l'argent. J'aime donner quelques exemples. Ici à Yaoundé, nous sommes allés clôturer un programme transformateur ordinaire. Et les bénéficiaires se sont dit, on va vous faire quelques témoignages de ce que nous avons vécu, ce qu'on a fait avec l'argent que nous avons reçu. J'aime donner cet exemple. Une jeune fille qui dit, j'étais au lycée comme tous les autres enfants de mon âge. Et à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai attrapé une grossesse. Mes parents, très pauvres, m'ont chassé de la maison. Je marchais de gauche à droite, j'ai trouvé un endroit où je restais. Et quand j'accouche les jumeaux. La première idée que j'ai eue, c'est mettre ces enfants à la poubelle. Mais j'ai résisté. Un jour, les gens sont venus, filets sociaux, où ils ont pris les informations, j'ai donné. Et puis, un autre jour, on vient me dire, viens prendre l'argent. Elle dit, elle n'y croyait pas. On lui a donné 20 000. Quand on lui a donné 20 000 francs, elle a d'abord dit, mes enfants mangent mal depuis qu'ils sont nés. Elle a d'abord allé acheter quelque chose à manger pour ses enfants. Et après, elle dit, je me suis rappelé que je sais faire la coiffure. Elle est partie au marché Mokolo. Elle a acheté le matériel pour la coiffure. Elle nous dit, c'est elle qui envoie l'argent à ses parents aujourd'hui. Les 20 000 qu'elle a eu au début. Je vous assure, je me suis retourné, j'ai coulé les larmes. Nous sommes sur le terrain avec la Banque mondiale, qui est en train de visiter les ménages bénéficiaires. Une femme dit, je veux faire le témoignage. Elle vous dit, je braise le poisson devant le bar. Et chaque soir, je n'arrive pas à satisfaire mes clients parce que je ne peux pas vendre 3 kilos de poisson. Ce n'est pas possible par le moyen. Mais quand le projet Fréjus est arrivé, on m'a dit, j'aurai 360 000 à 24 mois. J'ai fait mes calculs, je suis allé à la tontine, j'ai pris l'argent. Elle dit, aujourd'hui, j'ai 3 congélateurs, je vends le poisson en carton.
un pêcheur à Maga. Vous connaissez Maga? Oui, dans la région de l'extrême nord. Quand il a pris ses premiers 20 000 francs, il est parti acheter le matériel à pêche. Il dit qu'il a dépensé autour de 8 000 francs. Quand il a eu son premier produit, sa première récolte, que je parle comme ça pour qu'on se comprenne, il a vendu ses produits à plus de 100 000. Il est même venu dire, moi je ne veux plus être bénéficiaire du projet. Je vous donne ces exemples pour voir, parce qu'il y a des débats. Nous qui portons les vestes, qui sont devant les camarades tout le temps, on dit 20 000 francs peuvent faire quoi qui? Il y a des gens ici, j'ai eu à travailler avec le gouverneur, les préfets, les sous-préfets qui connaissent les populations, qui vivent les populations, qui vous disent qu'il y a des gens qui peuvent faire 1 an. Je crois qu'il y a même un très haut responsable dans le service du Premier ministre qui me dit qu'il a été préfet. Ils n'ont pas 1 000 francs. Bon, mais moi je pense qu'ils n'ont pas 10 000 francs. Mais ils travaillent, mais ils n'ont pas d'argent pour subvenir le projet. Pour vous dire que les gens font donc des débats par rapport à le montant est faible, ceci a fait cela. Mais ces montants faibles, quand les gens les utilisent convenablement, ça profite à tout le monde. L'INS, l'Institut national de la statistique, lorsqu'on a fait le programme, comment je vais appeler ça, le programme pilote, quand on a commencé le programme, on a fait une enquête d'impact. C'est-à-dire on a mesuré les conditions de vie des ménages avant les paiements. On a fait le même travail avec toute la chimie qu'il y a au milieu. Et je peux vous dire que ce que nous avons constaté, c'est que les ménages utilisent bien l'argent donné. Les ménages déjà. Et les transferts monétaires profitent à tout le monde, même les gens qui ne sont pas bénéficiaires. Les communes, c'est-à-dire les communes, les taxes communales sont payées. La commune voit comment ces recettes augmentent. J'ai un collègue qui dit souvent que lorsque vous avez 1000 bénéficiaires dans une commune et que vous donnez 20 000 francs, ça fait 20 millions que vous injectez dans une commune qui n'a pas l'habitude d'avoir ce montant d'argent. Si les gens utilisent l'argent dans cette commune, vous voyez comment tout le monde est à l'aise. Nous avons vu les inspecteurs d'école nous témoigner qu'aujourd'hui, le nombre d'enfants a augmenté qui font les examens, que ce soit l'entrée en 6e ou bien le CIP, dans les communes dans lesquelles nous avons travaillé. Nous avons vu l'ECAM qui nous dit vraiment, je n'arrivais pas à comment vous appelez ça, à enregistrer. Voilà. Ou enrôler. Voilà. Mais il y a des jours où j'enrôle aujourd'hui 45 personnes. C'était impossible. Donc, vous alignez beaucoup de choses comme ça, vous verrez que les populations deviennent même citoyennes. Quand elles sentent qu'elles n'est pas délaissée, elles deviennent citoyennes et ça se ressent sur le terrain. Tout le monde ressent cela. Je voulais vraiment parler de ce que nous vivons et ce que fait ce projet pour les populations les plus démunies, pour les jeunes aujourd'hui qui sont en train vraiment d'utiliser l'argent dans le sens où ils ont fait leur plan d'affaires et on voit comment les affaires sont en train de marcher. Voilà, merci. Merci infiniment. C'est là-dessus que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci Michelin Georges. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du projet Filets sociaux au Cameroun. Merci une fois de plus de nous avoir édifiés sur ce projet-là. Merci d'avoir accepté l'invitation de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est la fin donc, de cette émission. Retrouvons-nous très bientôt, bien évidemment, sur les antennes de PRC-TV.